l'absence de la mère, hein, après l'accouchement, et puis on découvre c'est qu'elle a fini par commettre un infanticide, hein, qui est, et c'est là où j'ai trouvé aussi très intéressant d'aborder ça dans le film, c'est que finalement un fantasme que, enfin, en tout cas dans la perspective psychanalytique, c'est quelque chose qui traverse beaucoup de femmes quand elles accouchent et quand elles sont mères. Et puis là, je pense qu'il y a quelques psys dans la salle qui pourraient pousser la réflexion plus en avant. Et c'est quelque chose qui est complètement tabou. Ça aussi, c'est tabou. C'est-à-dire que ce que peut traverser une mère dans un état de transformation majeure dans sa vie. Et puis, ça dépend de toute la place de l'environnement, de comment elle est entourée, de comment c'est pris en charge. Et là, on voit dans le film comment ça a été très vite stigmatisé, qu'elle a été enfermée, etc., etc. Donc, on voit la violence de l'environnement aussi, comment l'environnement peut traiter avec ces questions-là. Et pour revenir à Lina, on n'arrive plus à savoir en fait quels sont les éléments pathogènes dans son histoire. Il y a ce qui s'est passé avec la mère pendant qu'elle était, elle, dans le ventre de sa mère, ce qui a pu lui en être transmis, mais il y a aussi le gros silence, le secret imposé par le père dans un comportement aussi, dans une vie qu'on n'arrive pas à savoir s'il est vraiment acteur dans cette sorte de, je ne sais pas si c'est un ratage autour du médicament, si c'est un ratage ou si c'est une sorte de complot où il prépare, vous savez comme ça s'est passé avec Squanten aux États-Unis, donc s'il y avait une vraie conscience des dégâts que peut avoir ce médicament qui a quand même été commercialisé. Donc il y a aussi le niveau social qui est traité dans le film. Ce qu'on ne le voit pas trop, et qu'on va pouvoir discuter plutôt dans la partie du film de Toxic Hope, c'est la réalité collective de la guerre, effectivement. On voit que ça commence avec, on est dans une inscription traumatique intergénérationnelle, comme vous l'avez dit, mais sur un plan qui reste, on va dire, individuel. On n'est pas dans l'inscription du trauma collectif. Voilà à quoi ça m'a fait penser. Je me demandais qu'est-ce qui a initié cette réflexion. C'est pourquoi avoir pris ce film-là pour le trauma, avoir choisi autre chose que des traumas issus de la guerre ou des événements collectifs. Comment vous avez décidé de prendre cet angle-là qui est encore une fois très important et effectivement peu traité dans le cinéma libanais. Donc ça c'est peut-être une question un peu plus pour la scénariste qui a créé toute l'histoire, mais je sais que c'est quelque chose qui... elle a pris ça en fait de faits personnels, de faits de gens... Elle a été inspirée aussi de gens qu'elle connaissait, de sa famille, des amis, d'un peu de son monde. Et donc c'est comme ça qu'elle s'est inspirée à écrire l'histoire, et aussi elle était très aussi fascinée par cet aspect, le côté santé mentale, le côté... et c'est aussi, elle est très... c'est quelqu'un qui croit vraiment aussi à la santé, au côté holistique, très naturel. Pas pour dire, bien sûr, on n'est pas du tout, et on essaie de pas du tout montrer qu'on n'est pas anti-médicaments, mais de montrer que parfois, il y a des choses qui peuvent arriver quand on va de ce côté-là, mais aussi c'est de montrer le côté un peu plus naturel. Si on améliore un petit peu notre mode de vie. Exactement. Voilà. Et donc de voir ce côté aussi. Et elle a trouvé ça très intéressant et elle voulait en parler. Voilà. Oui, donc il y a effectivement la prise en charge un peu globale qui a été très importante pour le rétablissement de Lina, mais j'ai eu l'impression quand même que ce qui a permis à Lina de retrouver la part, parce que je pense que c'est au tout début du film qu'elle le précise, que dans certaines situations on n'arrive plus à voir ou à savoir la séparation ou l'écart entre le fantasme et la réalité. Elle n'arrivait plus à distinguer ce qui se passait en elle de ce qu'elle pouvait vivre dans la réalité.
Et c'est ce qui aussi caractérise effectivement le trauma. Donc c'est cette effraction violente d'éléments externes dans une psyché, dans notre appareil psychique qui n'est pas encore prêt à to process ces éléments-là, qui sont marqués, qui restent en nous, qui nous habitent et qui nous font vivre et faire, etc., sans qu'on n'arrive à faire la part entre voilà, ce qui se passe dans notre monde interne et quelle est la réalité tout à fait extérieure. Et aussi de revenir, enfin aussi un des trucs les plus importants, et je sais que j'ai fait aussi pas mal de recherches sur ça, childhood trauma, et de revenir au root cause. Et c'est ça qu'on essaye de voir aussi, de revenir et au début d'un côté. Tout à fait. Et c'est très important aussi. Et le fait de revenir au début et de découvrir vraiment ce qui était à la base, ça peut aider à découvrir plein de choses sur soi-même et de s'améliorer. Enfin, maintenant, je le simplifie, bien sûr. Mais je trouve ça très intéressant et j'ai trouvé ça très important. Et c'est vrai que, enfin, après, je ne veux pas parler pour tout le monde. Je sais que moi, personnellement, les dernières années, j'ai beaucoup fait de ça et je sais que ça m'a personnellement beaucoup aidé. Alors qu'au début, c'était très dans le superficiel où on pensait ah mais pourquoi est-ce que je vais pas bien? Ok, bon bah je vais faire ça ou je vais prendre. Je sais que moi j'ai grandi où avec mon père, à chaque fois que j'avais quelque chose, un peu mal à la tête, un peu mal à l'air, elle prend un Doliprane, prend quelque chose, tu sais, enfin, sans vraiment savoir le pourquoi de ah peut-être que j'ai pas bu assez d'eau, peut-être que ça, peut-être que ça. Et donc ça c'est quelque chose que je trouve super intéressant, très fascinant et donc j'apprends encore toujours et donc c'est oui. Il y a beaucoup dans ce film, mais c'est un début aussi, enfin un début, mais pour nous, pas le début du cinéma bien sûr, mais et c'est vraiment d'en parler, d'ouvrir le discours et de vraiment de parler de quelque chose qui n'est pas, qu'on ne parle pas toujours et qui, comme vous avez dit, c'est assez tabou. Et je trouve que c'est important d'ouvrir le dialogue. Et quand on ouvre le dialogue et qu'on s'exprime plus et qu'on ouvre et ça peut aider, et ça peut aider au healing collectif aussi, personnel et collectif. Et ça m'a permis de poser beaucoup de questions et de faire plein de recherches. Et je sais que la scénariste, quand elle a écrit, elle a fait beaucoup de recherches. Et ensuite, quand ça a été écrit, j'ai fait toutes mes recherches et j'ai parlé à plein de gens et tout ça parce que j'ai trouvé ça super important. Et donc moi, personnellement aussi, moi, ça m'a l'expérience de tout ça, ça m'a... Oui. Voilà, ouais. Pour moi, c'est un peu différent en fait, parce que quand je lis un scénario, j'essaie de m'imaginer le personnage que je jouais. Et comme on a discuté, l'histoire de Lina est très pesante. Il y a beaucoup de traumas, on sait, un peu partout. Il y a l'absence de la mère, il y a tout le côté secret avec le père, il y a beaucoup de problèmes. Et quand je m'imaginais jouer Lina, pour moi c'était aussi pesant que ce qu'elle avait vécu. Et même pendant les scènes de tournage, je sais qu'en fin de compte ça allait être un happy ending. À la fin, toi allais être bien, Lina allait être bien. Ça c'était important pour moi. Mais en jouant ces scènes, surtout les scènes d'hallucination, j'étais toute seule aussi en tant que comédienne. Je devais imaginer les voix, je devais sentir le sang sur moi alors qu'il n'y avait rien. Donc ça aussi, pour moi, c'était assez gênant de voir comment ça peut être vraiment réel avec quelqu'un. Là, je joue la comédie, mais en même temps, c'est vraiment touchant, ça fait peur. Donc d'imaginer combien la santé mentale peut nous prendre loin. C'était assez lourd de voir un peu le trajet de Lina. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, j'ai appris plein de choses. En parlant à Hasiba aussi, qui est la scénariste, j'ai vu un peu son côté des choses. Et une petite anecdote comme ça, Hasiba, c'est quelqu'un de... Elle ressemble un peu à une fée. Elle est toute en couleur, elle boit des jus toute la journée, elle a 500 millions de vitamines, elle est très rayonnante. Et j'ai un peu vécu dans son monde à elle pendant la phase de préparation et de tournage. Et même que je buvais des jus, je prenais des vitamines. Donc j'ai senti un peu cette journée, cette journey,
ce voyage, cette aventure. Et je savais qu'en fin de compte, ça allait ajouter quelque chose à mon aventure à moi en tant que Stéphanie. Donc j'en garde de bonnes choses. J'ai un éveil, j'ai un regard en fait plus particulier à ce sujet-là. Surtout que j'ai un cas personnel qui ressemble un petit peu. Et j'essaie de me baser sur ce que peut être la solution plutôt que ce qu'est la solution maintenant au Liban. Je veux dire, même les cas de santé mentale ne sont pas couverts par l'assurance au Liban. On nous regarde bizarrement si on dit qu'on va aller chez un psy. Je sais que pas tout le monde est comme ça, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc j'essaie d'utiliser ce film en fait pour avoir un peu de flexibilité, même avec les gens les plus proches qui ont quand même ce regard. Donc c'est une étape pour moi, une étape pour Lina, and let's hope for a happy ending pour nous deux, pour Lina et pour Stéphanie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, bonsoir. Avant tout, je voudrais remercier tous les organisateurs du festival. J'ai assisté sur le volcan hier soir, à Farah maintenant. Je vais voir un film ce soir et probablement demain après-midi. J'adore le cinéma, mais ça fait des années que je suis coupé du cinéma pour d'autres raisons. Mais c'est vraiment magnifique. Je ne savais pas que notre cinéma, le cinéma libanais, était aussi prolifique et original surtout. Au passage, j'ai vu l'année dernière aussi Costa Brava et bravo pour c'est vraiment super. Deux petites questions. La première, puisque la thématique c'est la santé mentale, est-ce qu'à votre connaissance, quelqu'un, je ne vais pas dire s'est intéressé, mais dans un film, documentaire ou pas, s'est intéressé à la santé mentale des dirigeants politiques au Liban? Ou c'est pas, ça serait pas commercialement viable, c'est ça? On a la réponse. Non, mais on n'a pas de film sur la santé ou la mauvaise santé mentale de nos dirigeants. Par contre, il y a eu un documentaire très intéressant en 2004, je pense, Massacre, de Monica Borgman et Lukman Slim, qui a été fait auprès des miliciens qui ont commis les exactions de Sabra et Shatila. Et je trouve que c'est un documentaire qui montre bien l'impact de cette expérience de guerre civile collective sur la santé mentale de ceux qui étaient les plus pris par cette guerre-là. Et donc on peut, à travers ce documentaire, imaginer un peu ce qui se passe dans le monde interne de nos dirigeants. Merci de la réponse. Moi, la question était sous forme de blague, mais effectivement, c'est plutôt sérieux. J'avais bien compris, mais je tenais à vous le dire quand même. Je pense que je l'ai vu sur Arte, ma série, il me semble qu'il est passé sur Arte il y a quelques temps. Sinon, la vraie question, mais qui est technique, rien à voir avec le sujet. Personnellement, je ne me suis pas ennuyé une seconde pendant les 2 heures là, de film de Farah. Même pas une seconde. C'était très prenant, très dense. Mais en même temps, je me dis, en termes techniques, ou comment il faut le dire, je ne sais pas, une durée de 2 heures, est-ce que c'est pas un handicap de nos jours par rapport à la distribution de films? On est habitué à des vidéos de 30 secondes sur Instagram. Oui, c'est long. C'est beaucoup, mais je pense que c'est devenu la norme. Je sais qu'avant, il y avait beaucoup de films d'1 heure, d'1 heure et demie, et maintenant plus 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Donc, je crois que ça varie, mais pour moi, enfin, peut-être plutôt cinéma de l'Ouest, western, je trouve ça c'est très normal, c'est dans la norme pour moi. Après, je ne sais pas si pour les autres films libanais, si c'est peut-être plutôt moins. Mais pour moi,
En tout cas, c'était beaucoup plus long en fait, hein, aussi. Donc on a beaucoup coupé. Qu'on soit clair, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Je disais, c'est juste, j'ai peur pour vous. J'espère que ça marchera super bien, commercialement, je veux dire, pour pouvoir faire d'autres derrière. Mais je me posais la question, c'est tout. Pour moi, je pense qu'on est dans la norme. Il y a le monsieur qui lève la main tout à l'heure. D'abord, je voulais vous remercier et vous féliciter parce que aborder un problème de psychologie, de psychiatrie au Liban, c'est quelque chose de très courageux. Et je pense que le Liban a vraiment besoin de ce type d'approche parce qu'il est dans une négation totale de ce type de maladie alors qu'il traverse depuis 50 ans une période où il a vraiment besoin de se poser des questions sur lui-même, c'est-à-dire des citoyens, des Libanais en général. Donc je trouve que ce sujet tabou réellement mérite d'être creusé, recreusé et travaillé. Je voulais également vous féliciter pour la qualité du film, comme on vient de le faire, parce que c'est un film avec beaucoup de moyens, d'actrices, c'est formidable. Donc tout ça c'est quelque chose de très bien. Là où j'ai quelques on va dire critiques, en tout cas sur le plan psychiatrique, c'est de montrer finalement deux choses qui s'opposent alors qu'elles peuvent se compléter. C'est-à-dire que la médecine en général a fait d'énormes progrès sur le plan de la santé, on va dire somatique. Elle a encore beaucoup à faire sur le plan de la santé mentale. Et je pense qu'on est à l'ère de l'âge de la pierre en termes de la connaissance de la santé mentale. Et je crois que l'humanité a beaucoup encore à progresser. Et dans 50 ans, on rira un petit peu de nos préjugés et de notre vision actuelle de ce que c'est la santé mentale. On va dire, mais c'est quoi ces sauvages Et je pense qu'également, présenter un médicament comme avec surtout son aspect d'effet secondaire est quelque chose de très schématique, parce que tout médicament a des effets secondaires. Dans la médecine, il y a surtout une question de balance entre bénéfices et risques. Quel est le bénéfice à donner et quels sont les risques qui sont encourus dans tout traitement, quelle que soit sa pertinence. Et là, quelque part, ce film est un peu trop, je dirais, schématique en termes de oui, quelqu'un est malade parce qu'il prend des médicaments et la meilleure façon de le guérir, c'est de ne pas prendre des médicaments et d'aller prendre du bon air dans un endroit sympathique, un peu qui ressemble à une secte. Donc, quelque part, je suis un peu, voilà, je voudrais mettre en garde contre cette vision un peu trop simpliste, un peu trop idéaliste, surtout dans un moment où on est encore à l'âge vraiment très très rudimentaire de la connaissance des maladies mentales. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous avez raison. Je pense qu'il ne faut pas généraliser le cas de Lina. Je pense que la scénariste voulait prendre un cas bien spécifique, peut-être extrême, pour en tirer une petite leçon en fait. Mais oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, effectivement, c'est ce que je disais au tout début, c'est, je pense, pour... elle a quel âge, la personne qui a écrit le script? Ça se dit pas. Non, autour de, je veux dire. Dans la trentaine, Oui, donc c'est là où je me dis entre 25 et 35 ou 40. L'idée, c'est que je trouve que c'est quand même, elle aborde, c'est là où elle est vraiment courageuse, elle aborde quand même une question qui nécessite en fait énormément de recherche, d'introspection, le travail sur soi, pour pouvoir trouver une représentation qui ne soit pas caricaturale. Et donc je trouvais que c'était peut-être difficile pour la scénariste et la réalisatrice
je pense que c'est cet équilibre qui était un peu compliqué à trouver. Parce que je me suis dit, en regardant le film, ça reste quand même une fiction, ça reste quand même un film qui s'adresse à beaucoup de gens. Et donc, to which extent c'est possible pour l'équipe, finalement, de montrer ces nuances. C'est en tout cas la réponse que je me suis donnée moi-même pendant le film. Juste pour ajouter un petit truc, oui, vous avez raison, et c'est pas, comme on disait, c'est pas, ça va pas arriver à tout le monde, c'est pas, et c'est un cas très spécial, et je dis pas, on n'essayait pas de montrer que le médicament c'est mauvais, bien sûr que non, et que tout le monde, je pense, après, je suis pas une experte, mais on a fait recherche, mais c'était pour montrer que ça c'est un cas spécial, qui peut arriver, et je sais qu'en faisant plein de recherches, en lisant plein, et en parlant des gens et en voyant que ça est arrivé à des personnes spécifiques. Donc oui, vous avez raison, c'est pas très black and white, c'est pas très genre ça va arriver. C'est vrai que ça a été un peu simplifié, mais c'était juste pour montrer un cas spécial qui peut et j'ai oublié le mot, raise awareness, sensibiliser sur quelque chose qui pourrait arriver. Et là, on est quand même dans l'abus du traitement. Oui, après c'est extrême. Une personne qui prend son traitement, il y a un abus de... Et après, il y a... qui a été mal diagnostiqué depuis qu'elle était toute petite, en fait. Donc c'est un surplus de mauvais diagnostics, et puis un père aussi qui n'écoute pas son enfant, ce qu'elle veut. Donc il y a beaucoup de soucis. C'est pas grave, elle va mieux aujourd'hui. D'autres remarques, questions? Oui, une question, alors pas sur la question. Une remarque pas sur l'aspect directement psychologique ou psychanalytique de l'affaire, mais sur l'inspiration. Moi, j'ai beaucoup pensé à Suddenly Last Summer avec Catherine Hepburn, notamment au moment dans les décors utilisés chez la mère dans l'immeuble là. Et puis c'est aussi une histoire de secret. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le film avec Monty Clift. Et c'est une histoire qui est assez proche. Est-ce que ça a inspiré aussi les auteurs, vous savez, ou pas? Peut-être pas. Pas voilà. Je ne pense pas, mais enfin, je sais qu'ils ont été inspirés par plein de choses. Ouais. Mais ça, spécifiquement, je ne pourrais pas vous le dire. Bon, bah, je suis désolée. Ça sera une question sans réponse. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce terrain, dans ton documentaire Toxico? Donc Toxico, c'est le documentaire que j'ai réalisé, qui a été projeté à 14h. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là lors de la projection. Et c'est un documentaire sur la notion d'espoir au Liban. Comment est-ce que, malgré toutes ces tragédies, et le Liban est tristement célèbre de par ces tragédies, ces guerres et ces différentes crises, comment malgré toutes ces tragédies, on arrive à garder espoir, malgré tout, parfois. Et il y en a qui sont dans le désespoir, et c'est pour ça que je l'ai appelé Toxico, parce que je trouve qu'on a une relation avec l'espoir qui est toxique. Parfois on a espoir, et les Libanais sont connus pour faire la fête, donc on sort, etc. Et on fait comme si de rien n'était, et d'un coup il y a l'explosion du 4 août 2020. Et on perd espoir, mais le lendemain on descend dans les rues pour s'entraider, pour distribuer à manger, pour même reconstruire. On a vu des gens reconstruire des maisons des habitants, et là on voit un vent d'unité, un vent d'espoir. Les crises et les guerres, je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse dans notre pays, dans nos pays, parce que on parle du Liban, mais on peut parler aussi de la Syrie et de la Palestine, et toutes ces guerres qui sont présentes dans nos pays depuis 50 ans maintenant, et même plus. Donc voilà, c'était cette thématique que j'ai abordée, et je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, qui sont restés pour la table ronde, mais si vous avez des questions, notamment Rissa, son point de vue de psychologue. Alors, moi j'ai été vraiment très agréablement surprise quand j'ai vu le documentaire.
parce que d'abord je me méfie un peu du titre Toxicope. C'était comme j'allais plonger dans les douleurs viscérales au Liban et que je ne me sentais pas maintenant avec ce qu'on vit prête à replonger. Et c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé que c'était un Toxicope. Mais j'ai bien entendu ce que j'ai imaginé, ce que tu voulais dire par là. C'est que finalement il y a quelque chose qui accroche. Finalement, malgré chaque claque, et ça on le voit beaucoup avec on l'a vu beaucoup après la révolution, quand chacun l'appelle comme il veut. En tout cas, ce grand mouvement qui a fédéré, du moins pour quelque temps, une très grande partie de la population libanaise, indépendamment de leur appartenance politique, confessionnelle, sociale, etc. Puis après, ça a certes été instrumentalisé, ça a certes été déstabilisé surtout parce que ça ne convenait à absolument personne parmi les dirigeants. Et donc, alors, pourquoi aussi j'ai trouvé ça très intéressant, beau, j'allais dire. Alors moi j'ai quitté le Liban en 2010. Et en écoutant donc, tout ce que vous avez vécu, comme la révolution, l'explosion, j'étais pas là. Et j'ai découvert toute une génération qui, je pense, quand moi j'étais au Liban, elle devait avoir entre 10 et 12 ans. Et que maintenant, c'est eux qui parlaient dans ce documentaire. Et j'étais juste épatée devant la capacité à faire sens. C'est-à-dire que alors c'est que des femmes, enfin à part ton père, c'est des femmes qui, on le voit, on le voit, viennent de différents milieux et de différentes appartenances, sans qu'il y ait des marques, sans qu'on rentre dans des caricatures. Des femmes très complexes, très réfléchies, mais aussi jeunes, et elles osent penser le monde et penser ce que traverse la société, penser leurs attentes. Et ça m'a ramené à une table ronde qu'on avait fait avec Rosemary Nassif qui est présente, Raja Sharara qui est présente aussi, dans un colloque sur l'improvisation. Et on parlait donc de la guerre civile, ou plutôt, je vais essayer de le résumer comme ça, de la différence fondamentale dans ce qu'on peut faire comme sens, ce qu'on peut construire comme sens, après une expérience longue comme celle de la guerre civile, et puis finalement le sens qu'on peut construire quand il y a un ennemi commun à tout le monde. Donc pour le cas du Liban, à partir de la révolution, ça a été l'État libanais qui est désigné comme responsable et de l'inflation, et de la crise économique, et de l'explosion du 4 août, et de la mauvaise gestion du Covid, etc. etc. Et donc dans ton documentaire, ce qu'on voit, et d'ailleurs on le voit quand tu interviews ton père, là on sent beaucoup plus comment dire, l'impact de l'usure du temps. Et à un moment donné, il dit bon, bien sûr que maintenant ça va mieux. Et que comme si ça n'a pas servi à rien de rester dans le pays, de continuer de construire malgré tout. Et puis on voit chez les jeunes comment dire, une toute autre façon, très créative de, encore une fois, penser cette réalité et penser comment composer avec ces différentes crises et tragédies qu'on traverse. Voilà, j'ai trouvé donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que autant quelqu'un comme ton père dans le film, enfin ce personnage, on voit qu'il a été dans la survivance pendant tout un temps, comme
les personnes aussi qui ont vécu la guerre civile. Et puis là, c'est plus fort que juste une survivance. C'est pas de la résilience. J'aime pas ce terme quand on est dans un contexte aussi difficile. C'est peut-être une résistance dans le bon sens du terme. Hein. Une vraie résistance à l'effondrement. C'est-à-dire qu'on sent, avec chaque personnage, on sent qu'ils ont traversé un moment d'agonie primitive, enfin, de fin de tout. Chacun dans ce documentaire a traversé un moment d'un grand désespoir face à la déception, en fait. Mais il surmonte, il continue. Il y a une femme qui dit la révolution, c'est tous les jours. On ne peut pas dire que la révolution elle est terminée, c'est tous les jours. C'est dans nos vies, c'est sur nous-mêmes, et on la construit. Tout à fait. Dans cette analyse, vous donnez une définition, enfin vous confirmez la définition de toxico en réalité, tout simplement, parce que moi, comment j'ai construit le documentaire, c'est que j'ai pris chaque protagoniste, et chaque protagoniste abordait une thématique. Donc la thématique de la révolution d'octobre 2019, puis une thématique un peu plus personnelle, le rapport personnel à l'espoir, l'aspect psychologique, la définition de l'espoir par une psychologue, la thématique de l'explosion du 4 août et de l'après-explosion du 4 août, et puis la thématique de la guerre civile et de la genre du Liban par la voix de mon père. Et chaque intervention exprime un moment de désespoir, mais qui est contrebalancé par un moment d'espoir, comme l'explosion du 4 août où on perd tout espoir dans le pays, mais le lendemain on redescend dans les rues et on commence à aider les gens. La thématique de la révolte, on descend pour dénoncer la corruption au sein de la classe politique libanaise, on descend pour la justice sociale, et d'un coup on se retrouve dans un vent d'unité que l'on n'a pas connu depuis des années. Donc, et puis la thématique de la guerre civile, où il vivait l'âge d'or du Liban, et puis il rentre dans cette spirale de la guerre civile qui a duré 15 ans. Et c'est pour ça que je l'appelle toxico, parce que moi je trace un parallèle entre notre relation à l'espoir et les couples toxiques. Les couples toxiques s'aiment, se déchirent, se quittent, reviennent ensemble, se séparent, etc. Et des fois ça peut durer des années. J'ai l'impression que notre relation avec l'espoir, elle est assez similaire. Parfois on veut quitter le pays, on ne veut plus en entendre parler, et puis le pays nous manque, 6 mois après, on réserve un billet pour rentrer, et quand on rentre, on sort de l'aéroport et on commence à insulter tout le monde parce qu'il y a des embouteillages ou parce que je ne sais quoi. Et j'ai l'impression qu'on a cette relation avec le Liban. Bon, je ne sais pas si dans la salle il y a des Libanais qui s'y reconnaissent, mais c'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Et en tant que Libanais de la diaspora, c'est comme ça que je vis la chose à chaque fois. Quand je vais au Liban, je reste 1 mois, 2 mois, puis je rentre à Paris et ça me manque et je reviens, etc. Je pense que toi tu dis c'est là où tu vois la toxicité. Dans ce désespoir, espoir. Là où moi je trouve que ce n'est pas toxique, c'est par rapport encore une fois aux personnes qu'on a vues, hein. Oui. Je ne généralise pas, mais c'est qu'il n'y a pas de destructivité. C'est-à-dire qu'on aurait été dans une relation uniquement toxique, enfin toxico, d'espoir, d'illusion, de désillusion et uniquement de toxicité dans ces moments de déception. On aurait vu des personnes plus désorganisées, plus déstructurées, plus détruites, alors que moi, ces femmes que j'ai vues, elles étaient pleines de... pleines d'espoir. Pleines, pas juste d'espoir. Elles sont ancrées. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné l'artiste qui dit je travaille tous les jours, je me déploie dans le travail, I work my ass off. Elle bosse, elle construit. Parce qu'on en parlait tout à l'heure dans les questions-réponses après le documentaire, il y a 2 types d'espoir. Il y a l'espoir passif et l'espoir actif. L'espoir passif, c'est attendre le changement. Et
l'espoir, l'étymologie du mot espoir en latin, signifie l'attente. Donc il y a cet espoir passif où les gens attendent le changement, et puis il y a l'espoir actif où les gens provoquent cet espoir, comme on pourrait provoquer une chance. Et Lily, elle parle de ça. D'accord, moi l'espoir, j'y crois pas, je crois au travail sur soi, je crois au dépassement de soi, etc. Donc c'est pour ça que je voulais prendre cet aspect-là aussi, pas seulement l'aspect de groupe, mais l'aspect individuel, notre relation individuelle à l'espoir. Oui, j'ai espoir, mais si je reste chez moi toute la journée et que je fais rien, bon, bah, l'espoir, je peux encore l'attendre longtemps. Et donc il y a cette différence entre l'espoir passif et l'espoir actif, et je voulais que ça ressorte dans le documentaire aussi. Ben, ça ressort parfaitement avec les différentes femmes qu'on a vues. Et même encore, je reviens sur la question de la dimension collective. Les réactions collectives après le 4 août disent quelque chose quand même de ce que cette décision à un moment donné, quelque chose qui a basculé et où on en a marre, on ne veut plus subir. Et ce que je trouve très compliqué avec le Liban, alors je ne sais plus, à un moment donné on a évoqué la classe politique, ce qui peut empêcher tout espoir, c'est que on est quand même en grande partie dans les mêmes fonctionnements et avec les mêmes têtes que nos bourreaux pendant la guerre civile. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui nous ont massacrés pendant toute la guerre civile sont les mêmes personnes qui dirigent le pays et qui décident des lois et qui décident de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et ça, c'est quelque chose qui pousse à tuer la relation avec le pays d'une certaine manière. Et ce qui n'a pas été le cas de ces jeunes. Et c'est pour ça que durant la Révolution d'octobre, nous, les militants de la Révolution d'octobre, on aime bien dire que c'était une révolution déjà sur nous-mêmes, et puis c'était aussi une espèce de thérapie de groupe. Tout le monde, on est tous descendus pour crier notre haine, pour rire, pour échanger. Moi je me souviens de gens de Tripoli qui étaient à Beyrouth et qui me disaient c'est la première fois que je vais à Beyrouth. Je me souviens des gens de Halaï, de la montagne, de là d'où je viens, qui sont allés à Tripoli et qui me disaient c'est la première fois que je monte à Tripoli. Dans un pays aussi petit que le Liban, c'est incroyable qu'il y ait ces murs entre nous. Et on avait brisé ces murs durant la révolte d'octobre. Et il y a des gens qui sont là aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, qui aiment bien balayer d'un revers de la main ce qui s'est passé. Oui, non, c'était pas une révolte, bien sûr que c'était une révolte. Pour la première fois, on était descendus dans la rue, on était 2 millions. On a échangé, on était unis. Il n'y avait pas les drapeaux des partis politiques, il n'y avait qu'un seul drapeau. Si ça, c'est pas une révolte, c'est quoi alors? Oui, mais les gens défaitistes. Oui, c'était pas une révolte. On n'a pas fait chuter le gouvernement. Vous croyez qu'on fait chuter le gouvernement comme ça en 3 mois? Un gouvernement multiconfessionnel qui est mis en place depuis 50 ans, ça prend pas 3 mois une révolte. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. On rigole pas avec ça. Donc bien sûr que c'était une révolte jusqu'à aujourd'hui. C'était une révolution, Choufamna. Non, mais c'est quelque chose qui nous a marqué. Pour moi, c'est les meilleurs moments de ma vie, je vous le dis très clairement. Alors, c'est des choses qui nous ont beaucoup marqué au Liban, et même pour les gens qui étaient à l'extérieur. Hein, parce que pour nous, ça a été aussi un élan d'espoir et de désir de changement que moi, en tout cas personnellement, je n'avais pas cru. Ni en 2005, quand les gens sont descendus pour dire la série dehors, parce qu'on voyait immédiatement les clivages qui se redessinaient après, ni exactement. On n'a pas vu, j'ai pas eu ce sentiment à aucun moment, comme j'ai pu l'avoir en octobre. Et je me souviens, durant la révolte d'octobre, pendant quelques jours, à un moment, c'était très festif, et les gens se plaignaient, ils disaient, mais c'est pas comme ça qu'on fait une révolution. Et moi, je disais, là, en ce moment, les gens sont festifs parce qu'ils se retrouvent, ils se reconnectent. On était toujours séparés. Moi, je connais des gens qui habitent dans le coin où j'habite, à Tariq Jdidé, qui sont jamais allés à Ashrafiyeh. Et je connais des gens de Ashrafiyeh qui n'ont jamais mis les pieds à Hamra. Mais Beyrouth, c'est tout petit, comment ça? Donc, on a brisé ça durant la révolte d'octobre. C'était une révolte transgénérationnelle, transrégionale. Et pour moi, c'était magnifique. Et franchement, pour moi, c'était un des meilleurs moments de ma vie, tout simplement.
Bravo. Il y avait une question là. Alors ma question c'était déjà, vos 3 films parlent du passé et du présent, mais indirectement aussi du futur, et ma question c'est exactement ce que Céline parlait, c'est le Liban de 20 ans, dans 30 ans, avec vos propres mots, c'est une question générale, comment vous la décrirez, quel est le Liban dont vous rêvez, et comme vous avez dit, quand on commence une révolution, il faut que la graine soit plantée, et la graine est plantée, donc ça prend du temps pour que ça grandisse. Donc, pour vous, c'est quoi le Liban de 20 ans, 30 ans? Est-ce que ça reviendra un jour? Pour moi, le Liban, il faudrait déjà qu'on sorte de cette politique confessionnelle qui pourrit le pays, tout simplement, parce que le confessionnalisme, ça ouvre les portes de la corruption, ça ouvre les portes du clientélisme, et c'est ce qui fait que là-haut, ce sont des champions de la manipulation, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à nous manipuler. Donc déjà, si on arrive à sortir de ce confessionnalisme, je pense que ça sera un grand pas dans la révolution. Et dans les nouvelles générations, cette idée de la politique confessionnelle commence peu à peu à disparaître. Mais c'est très dur de retirer toute cette idée de la société, parce que c'est ancré encore dans la société. Et il y a des traumas qui sont encore ancrés dans la société libanaise. Il y a des gens, aujourd'hui, qui ont encore vécu, qui ont vécu la guerre civile, qui sont encore là, qui ont vu leurs parents se faire égorger devant eux, qui ont vécu des drames. Donc c'est encore ancré un peu. Mais je pense qu'il faudra plus que 20, 30, 40 ans pour que ça change. Parce que c'est vraiment, on le voit, hein, de toute façon, on travaille tous ensemble au Liban, on va dans les mêmes boîtes de nuit, dans les mêmes soirées, dans les mêmes restaurants. Ah, mais quand il y a une fille maronite qui veut se marier avec un homme sunnite, là, ça devient problématique. Quand il y a un homme druze qui veut se marier avec une femme chiite, ah, là, ça devient problématique. Donc, si on ne sort pas de ce confessionnalisme, on va tourner en rond. Ça sera toujours les mêmes dirigeants, ça sera toujours la même politique, ça sera toujours le même clientélisme, ça sera toujours les mêmes ingérences étrangères. Donc il faudrait qu'on sorte déjà de cette division, et je pense que c'est un grand pas, et c'est pour ça que la révolte d'octobre, les premières semaines, c'était magnifique, parce qu'on était sorti de cette idée-là. Pendant quelques semaines, quelques mois, et puis après, comme je t'ai dit, là-haut, c'est des champions de la division, ils savent comment manipuler les gens, ils savent comment manipuler leur public. Alors, on prend votre question d'abord, on recentre. Okay. Bonsoir. Alors, Salim, j'ai pas vu votre film, mais là, ça me tente beaucoup à le voir. Déjà, je peux dire que I have toxicope. Donc, voilà. Et j'aimerais rebondir sur l'idée de l'espoir passif et l'espoir actif. Parce qu'en tant que réalisateur expatrié aussi, parfois j'ai du mal à me poser dans une case ou dans l'autre. Donc c'est une question un peu ouverte à Mounia Cyril aussi en tant que réalisateur. Dans quelle mesure faire un film t'aide à te poser plus dans l'espoir actif ou l'espoir inactif? Est-ce que ça t'aide en tant que réalisateur expatrié? Voilà. Évidemment, ça m'aide beaucoup, et moi, avant d'être réalisateur, bon, peut-être qu'il y en a qui le savent ici, j'étais rappeur. Donc je m'exprimais par la voix du rap. J'ai toujours eu des exutoires, on va dire. Et moi, ce que j'aime beaucoup quand je réalise un documentaire, c'est ça. Voilà, c'est nos discussions entre nous, c'est nos espèces de thérapie de groupe. Et ça fait 1 an que le film est sorti, et à chaque fois on a ce genre de discussion, et je pense que ça fait avancer les choses. Et même s'il y a 5 personnes dans la salle qui sont convaincues par l'échange, je pense que petit à petit, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Et en tant que réalisateur, c'est notre but. De toute façon, le cinéma a toujours été un vecteur de message, a toujours été un vecteur d'unité, a toujours été un outil politique aussi. Pourquoi Hollywood, c'est la plus grande machine de propagande au monde? Parce que c'est du cinéma, c'est de l'image. Il faut en profiter, ça. C'est pas juste oh, ils s'amusent avec leur caméra. Non, on rigole pas, non, on s'amuse pas avec notre caméra. C'est très sérieux ce qu'on fait. Quand les gens témoignent devant la caméra, c'est très sérieux ce qu'ils font. Il y en a
dans leur propre famille, ils n'arrivent pas à extérioriser. Et il y a des gens courageux qui extériorisent face caméra devant un public. C'est très très sérieux. Donc moi j'encourage tous les réalisateurs à prendre au sérieux ce qu'ils font. C'est pas juste oh non, on va être projeté dans un festival, on a gagné un prix. Non, non, on a un rôle, on a un vrai rôle et il faut en profiter. Si je peux me permettre à ce sujet de faire juste un commentaire qui aussi nous ramène vers la question du débat aujourd'hui autour du trauma et ce qu'on peut faire dans les films par rapport au trauma. Là, j'ai l'impression, ce que tu évoques, Céline, ce que vous questionnez, c'est comment, en fait, est-ce que les traumas collectifs, répétitifs, qui sont ancrés dans la société depuis plusieurs générations. Vous avez dit tout à l'heure que on a un fonctionnement confessionnel depuis 50 ans. Peut-être que tu te réfères à la création de l'État libanais. J'en sais rien, mais en tout cas, le Liban n'a connu qu'un fonctionnement confessionnel depuis avant la reconnaissance, enfin, son existence, depuis avant le mandat, depuis l'Empire ottoman. Il n'y a eu que ce fonctionnement confessionnel de leader qui va être en même temps à la tête d'une famille de notables, etc. Il y a toujours eu ces arrangements, c'est-à-dire pouvoir, argent vont toujours ensemble, tout était arrangé de cette manière-là. Alors comment faire? Et donc ce que tu dis, c'est que nous n'avons pas encore aujourd'hui un métacadre qui nous permet de faire sens de toutes ces années, de tous ces traumas, faire un sens qui soit convenable à toute la communauté, dans ces différences confessionnelles, dans ces différences de classe sociale. Et donc c'est là où on parle de trauma culturel, c'est que c'est cette répétition d'événements collectifs qui perturbent profondément une société, sans qu'il n'y ait aucune possibilité de se mettre d'accord sur un récit et de faire un travail d'une mémoire collective. Et j'ai l'impression quand même que dans ce que j'ai vu de vos films, il y a comme si vous vous êtes quand même acharné à créer de vraiment creuser un espace imaginaire. Il y a tellement de violences externes actuelles, il y a eu tellement de violences passées, on n'arrive plus du tout à trouver un espace entre deux qui nous permet d'élaborer certaines choses traumatiques. Et c'est là où je trouve que les films ont un rôle très important à faire, et c'est ce qu'on voit dans vos différentes tentatives, dans vos différentes réalisations, qu'il y a cette tentative de recréer, reconstruire un sens qui soit fédérateur, un sens sur lequel que chacun puisse se retrouver dedans, que chacun puisse s'identifier là-dedans. Et il y a Mounia aussi, la question s'adressait à toi, je pense, aussi. L'histoire actif et passif. Par rapport à l'acte de créer, en fait. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, je pense que créer, raconter une histoire, cette période de création, c'était vraiment pour moi, en tout cas quand j'ai fait mon film après l'explosion, un médicament. Mais je pense que quand on finit le tournage et qu'on se retrouve avec le blues habituel qui vient après l'acte de création, dans ce cadre-là, c'était pire, parce que je pense qu'ensemble, on a réussi à se poser des questions, we healed together, parce que le silence, ça te ronge, et avoir une histoire que tu veux raconter qui reste dans ton corps, ça peut te ronger, et puis la raconter et être témoin d'une période, ça résister à l'effondrement, au silence et tout ça. Mais ensuite, il y a un autre travail qu'il faut faire, qui est ne pas utiliser cet acte de création comme un échappatoire, mais l'utiliser comme un acte actif, et ne pas arrêter l'autre travail qui est
ce regard intérieur aussi. Parce que je pense que les deux se nourrissent. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, Alice, c'est vrai, tu voulais. Et puis il y a monsieur aussi là. Ouais, moi j'ai pas vu votre documentaire, mais j'ai un espoir certain, pas du tout toxique, de le voir prochainement. En fait, la perspective m'éveille beaucoup de... Ça crépite dans ma tête, quoi. D'abord parce que l'injonction à l'espoir, c'est pas un gage de santé mentale, et que vous racontez du coup très bien, je suis impatiente de voir votre travail, que en fait, si on n'était que dans l'espoir et qu'on ne répondait que à l'injonction d'espoir, on peut aller vers la folie, parce qu'on peut faire déni de réalité, ne jamais prendre acte. L'alternance entre des moments d'espoir et de désespoir parce que juste on prend acte des événements, des conséquences, ça me semble être ça la voie vers la santé mentale. Donc déjà merci pour ça, parce que toi tu as cité la résilience, on disait mais c'est pas de la résilience en film. Il y a c'est pas la théorie de la résilience, mais la vulgarisation de la théorie de la résilience a tendance à laisser penser qu'en fait, si on est résilient, on n'est que du côté de l'espoir, du positif, de la construction, et c'est faux. C'est pas ça, la résilience, en vrai, utilisée en santé mentale. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus proche de ce que vous racontez. Mais après, vous faites encore un pas de plus. Et là, moi, je suis très intéressée parce que vous comparez au couple, on imagine passionnel, avec une dimension addictive, parce qu'on passe du tout bon, tout mauvais, et que c'est ça qui accroche, parce que c'est ça qui est bon. Parce qu'on a un shoot de bon après le shoot de mauvais, et que c'est les émotions fortes qui font que c'est jouissif. Et du coup, pour me souvenir de quelques soirées à Beyrouth où il y a une force de vie qui est nulle part ailleurs dans le monde, en tout cas, ou les quelques pays où j'ai eu la chance de faire la fête, parce qu'on sent que l'histoire, elle est que vous savez que c'est un moment privilégié, que c'est un moment où vous êtes réunis, que c'est un moment où 3 secondes, vous pouvez vous extraire des inquiétudes qu'il y a à l'extérieur, et que du coup, il y a un élan vital qui traverse dans les veines. Exactement, on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. Et du coup, c'est quand même pas évident comme idée. C'est pour ça que je suis impatiente de voir comment vous le traitez. C'est pas évident de se dire, en fait, je jouis aussi d'être sur la brèche tout le temps. Alors, je sais pas si c'est ça que vous avez raconté dans votre documentaire. Ben, c'est pas exactement ça, mais après je comprends votre idée, mais bon, je vais pas revenir sur comment j'ai élaboré le documentaire, mais voilà, vous avez entendu, mais je comprends tout à fait votre idée, et cette idée de, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, elle est très, très présente au Liban. Au Liban, plein de jeunes ils vont dans les rave parties, et attendez, ça fait 45 jours qu'il y a une guerre en ce moment au Liban. Je crois qu'il y a des gens, ils ne s'en rendent pas compte, c'est une vraie guerre, ils ne sont pas en train de se lancer des billes. Hein. Et malgré tout, il y a des gens qui descendent. Alors des fois, ça peut même être, ça peut même paraître, j'ai envie de dire, un peu malsain, de se dire attendez, mais c'est la guerre, on fait la fête. Et des fois, j'ai ces discussions avec des compatriotes. Ils me disent bon, écoute, Salim, toi, t'es gentil, mais t'habites en France, t'es dans ton confort, etc. Nous, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Laisse-nous nous évader un peu. Et pour revenir à la thématique de cette table ronde, parce que la thématique de cette table ronde, c'est la place de la santé mentale dans le cinéma libanais, et la place de la santé mentale dans le cinéma libanais, pour moi, hein, elle a toujours existé. Si on regarde les films de Maïma Sri, par exemple, grande réalisatrice palestinienne du Liban, quand elle fait Beirut War Generation, pour moi qui est sûrement le meilleur documentaire sur la guerre civile au Liban, et qu'elle interroge ces jeunes qui parlent de leur tentative de suicide, qui parlent du fait qu'ils se droguent, qu'ils sont obligés de se droguer, mais pas récréativement, mais parce qu'ils veulent oublier le fait que du jour au lendemain, ils peuvent être bombardés. C'est quoi? C'est la santé mentale. Quand Mahmoud Bardadi fait hors la vie sur ce photographe qui se fait enlever et qui au bout d'un moment devient fou, mais comme ce pays, comme le Liban, qui devient fou aussi, et c'est aussi la santé mentale. Alors c'est pas le thème abordé de manière directe, on va faire un film sur la santé mentale, mais c'est ce qui transparaît. Donc ça a toujours été présent, et c'est normal. Si demain, un réalisateur Gazaoui, dans 20 ans, fait un film, vous croyez qu'il va parler de quoi? Il va parler des traumas, il
va parler de la souffrance qu'ils ont vécue. Et au Liban, c'était ça. Donc c'est tout à fait normal que cette thématique soit présente au sein du cinéma libanais, et encore plus aujourd'hui, où c'est un peu plus, on va dire, démocratisé, où on en parle un peu plus librement. Moi, avant de faire la table ronde, j'ai fait quelques recherches, parce que je suis journaliste aussi, et d'après ce que j'ai lu, les consultations chez les psychologues, alors je parle sous le contrôle de Maïssa, les consultations chez les psychologues après le 4 août 2020 ont explosé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou c'était juste un journaliste qui a écrit ça pour faire beau, mais je pense que c'est vrai, parce que même dans mon entourage, je connais plein de gens qui me disent, tu sais, maintenant, nous, les psychologues, c'est plus comme avant. Parce que dans nos cultures, avant, c'était comme ça, tu veux voir un psychologue, allez, va boire un café avec un tel, ça ira. Mais aujourd'hui, non, c'est devenu... mais encore une fois, on en parlait la dernière fois, c'est aussi lié à une classe sociale. Tout le monde n'a pas les moyens au Liban de débourser $50 pour avoir une séance chez psy. Donc, ça s'adresse un peu à une classe aisée. $50 aujourd'hui, malheureusement, c'est le salaire d'un fonctionnaire. Donc, c'est pas évident aussi. Donc, tout ça, ça rentre dans l'équation. Oui, il y a monsieur et puis madame. Oui. Alors, moi... On va passer à Cyril et Monia sur Danser sur un volcan, parce qu'on va bientôt finir. Juste la question du monsieur. Oui. Alors, moi, j'ai vu votre reportage film et j'ai beaucoup aimé. Parce que je pense que c'est une très bonne approche pour, avec très peu de moyens, vous avez pu rendre compte d'un problème qui est une vraie vision de l'introspection et de la révolution interne que les citoyens font et doivent faire pour que le pays avance. Et je pense que c'est un vrai message, c'est-à-dire en gros, cette révolution interne des gens que vous avez filmés est la vraie révolution. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas plus généralisée. Et c'est dommage que la population et les citoyens libanais ont réélu leurs bourreaux. C'est-à-dire que cette vraie révolution, qu'on appelle révolte parce qu'elle n'a pas abouti, qu'on aurait pu appeler révolution si elle avait abouti, n'ait pas été jusqu'au bout. Et que ces quelques personnes, on va dire ces centaines, n'aient pas plus été nombreux et n'aient pas donné lieu à une vraie révolution, un changement complet du système, qui est un système basé sur le confessionnalisme, sur le clientélisme et sur le régionalisme et sur le traditionnalisme, parce qu'il y a le féodalisme, il y a les grandes familles, les familles qu'on connaît tous. Donc vraiment, c'est la seule façon de s'en sortir, c'est de pouvoir casser, parce que le clientélisme est basé sur le féodalisme, il est basé sur le confessionnalisme. Et il n'y a qu'une seule façon, c'est que chacun puisse faire cette révolution interne sur soi pour qu'il puisse dépasser ces barrières qu'on nous impose et qui elles, permettent à ces personnes de rester sur place. Sinon, elles ne pourraient pas rester. Et je vais simplement dire un petit mot qui peut peut-être aller dans le sens de Toxic Hope. Amin Maalouf, il a dit dans un de ses phrases célèbres, c'est qu'on est tous dans le désespoir. On n'est pas dans le désespoir des traumatismes qu'on a vécus. On est dans le vrai désespoir d'un avenir qu'on n'a pas et qu'on n'arrive pas à construire entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus douloureux que dépasser un traumatisme ancien. On peut, avec une certaine introspection, dépasser, par exemple, le fait qu'on a été battu par un tel. Mais le fait de se dire qu'à un moment donné, on n'arrive pas à construire ensemble un avenir commun, on n'a pas de visibilité pour les années et les dizaines d'années à venir, c'est ça qui nous fait mal. Et c'est ça qui nous rend tous un peu tristes. Et avec le désespoir. Donc le Toxeco peut également s'inscrire dans cette dynamique. Merci pour votre commentaire. On passe la parole à Monia et Cyril pour parler de leur film. Et puis on fera à nouveau la discussion. Ok, donc dans Danser sur un volcan, on parle évidemment du trauma du 4 août, de l'explosion du port, mais on traite un peu le sujet d'une manière un peu plus optimiste. En fait, quand on fait face à son trauma, je pense qu'on a deux choix, c'est soit le trauma nous ronge et nous abat, ou bien on va à l'encontre de ce trauma et justement on essaye de se réaffirmer, de créer, de construire quelque chose, malgré le contexte de destruction qui nous entoure. Et donc moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était justement
parler de ces Libanais ou bien de ce Beyrouth qui essaie de se reconstruire face au trauma. Et bon, tout a commencé quand, comme Salim l'a bien dit, que directement le lendemain du 4 août, les Libanais sont vraiment descendus des 4 coins du Liban pour reconstruire leur capitale, que ce soit du nord, du sud. Donc, et c'était vraiment un peu dans l'esprit de la Révolution où les Blancs s'entraident sans vraiment s'identifier à leur propre communauté. Sans barrière confessionnelle, exactement. Et donc voilà, on a abordé ce sujet à travers la construction artistique. Donc à la base, j'avais commencé à filmer des cinéastes, entre autres Mounia, qui essayaient de monter son film, dont la pré-production avait commencé le 3 août 2020, et des musiciens qui étaient censés faire un concert dans une boîte de nuit très proche du port. Enfin d'autres artistes et des activistes qui essayaient vraiment, enfin qui ont eu une motivation encore plus profonde de vouloir se réaffirmer et faire preuve de sorte de résistance culturelle ou artistique dans un Beyrouth complètement détruit pour la énième fois. Donc voilà, donc je pense que il y a au Liban, face à notre trauma, il y a ce désir encore plus profond de vraiment vouloir se réaffirmer, et je trouve ça assez noble et assez inspirant, même si en même temps cette qualité-là se retourne des fois contre nous, justement quand on parle de résilience et d'adaptation. C'est que quoi qu'on fasse à ces Libanais, à ce peuple, finalement il va se relever tout seul, il va s'adapter, il va continuer à vivre. Donc c'était un peu ce questionnement de comment on fait face à nos traumas du point de vue artistique, et si c'est vraiment quelque chose de noble et d'inspirant, ou bien plutôt quelque chose ou bien un fléau, quoi.